Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo, le troisième épisode du vlog Road Trip Japon. Je suis ici au plus bel endroit du monde, je suis à Tokyo Disney pour le deuxième parc du resort japonais, du resort de Tokyo Disneyland. Bon, ce parc là ça fait longtemps que j'en rêve, ça fait longtemps que je veux le visiter. Et bon, quoi mieux que d'être accueilli par en personne. Wow, oh là là là. Oh putain. La déco là-dessus. Oh putain, mais dès l'entrée, c'est impressionnant. Oh putain, t'as vu le coaster qui ressort? Il passe. Putain, c'est énorme. Putain, ça fout les frissons. Oh putain, mais il y a tellement de trucs. C'est impressionnant. En photo, ça rend beaucoup petit. Tout est soigné, hein. C'est un cran au-dessus de Tokyo Disneyland qui est juste à côté. C'est impressionnant. Donc là on se dirige vers Voyage au centre de la Terre. Donc on se trouve dans Tokyo Disney Sea. Alors la thématique du parc c'est les mers du globe, du moins les ports du monde entier, que ce soit des univers réalistes ou fantastiques. Ça va du port new-yorkais à des ports de la Révolution italienne ou encore des pays du Moyen-Orient ou du monde fantastique tiré du cerveau de Jules Verne. Bon bah là il y a beaucoup de monde forcément, ça vient juste d'ouvrir, hein. On est dans les premiers, on rush pour Voyage au centre de la Terre, un peu comme beaucoup de monde je pense ici. C'est un peu l'attraction phare du parc, qui se trouve pile au milieu du parc en plus de ça. Oh là là! Nemo's orders. For your safety, please remain seated with your hands, arms, feet, and legs. Thank you. Ah, je suis sous le choc, hein. C'est magnifique. C'est génial, hein. Un peu court quand même, mais c'est génial, hein. L'animatronique incroyable, le passage où tu descends et tu sors de la montagne, c'est impressionnant.
Bon, je retire tout ce que j'ai dit sur les attractions à écran. Habituellement, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est de la triche. Mais l'attraction de Peter Pan, wow, c'est tellement maîtrisé, c'est tellement beau. Et puis, la technologie, encore une fois, elle est parfaitement utilisée. Non, on est en immersion totale. C'est pas mal. Je retire tout ce que j'ai pu dire précédemment sur cette attraction. J'en avais vu quelques vidéos sur Internet, mais encore une fois, preuve en est. Il ne faut jamais se fier aux vidéos sur Internet pour avoir un préjugé sur une attraction. Il faut vraiment la faire en vrai pour s'en rendre compte. La zone Peter Pan est immense. Hein. Tu as vraiment toute une partie avec le Jolly Roger, l'attraction Peter Pan. Là, il y a l'attraction la Fée Clochette que je pense que je ne veux pas faire parce que bon, paraît-il qu'elle n'est pas incroyable. Mais wow, c'est immense hein, cette nouvelle zone qui est toute récente, hein, elle n'a même pas un an. Par contre, c'est blindé de monde. Hein. Les victimes de son succès, c'est cette nouvelle zone que j'ai plus le nom, je crois que c'est Fantasy Spring. Et là, on se dirige vers Arendelle, donc le land Frozen, donc la Reine des Neiges. Là, on a l'attraction Frozen qui est la plus grosse attraction du moment, la plus grosse attraction de ce nouveau land. Elle était en réhab pendant un certain temps, pendant quelques mois, alors qu'elle est toute neuve, c'est ça que j'ai pas compris par contre. Et là, on est le premier jour de l'ouverture. Donc là, c'est du plus de 2 heures d'attente. Là, c'est énorme. Hein. J'ai pris un pass rapide parce que c'est impossible de le faire dans la journée. Et en attendant, on va manger dans le château d'Arendelle, au Royal Buffet. Royal Banquet, pardon. Et le resto, j'ai jamais vu ça. Il est immense, il est gigantesque. Il y a plein de pièces comme ça là. Puis alors si vous aimez le film Frozen, franchement, vous êtes gâtés. Il y a plein de rêves. J'adore parce qu'à chaque fois qu'on passe un portail ou une grotte, à chaque fois on en ressort, on en prend une claque à tous les coups, avec les décors sublimes, immenses. Je suis désolé, je vais encore refaire la comparaison avec le resort parisien, mais franchement, le resort japonais met une tempête par rapport au nôtre. J'ai honte du resort parisien, quoi, tellement c'est incomparable. Ça n'a rien à voir, vraiment. Et d'ailleurs, si jamais vous venez au Japon et que vous voulez visiter les deux parcs, Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea, commencez d'abord par Tokyo Disneyland parce qu'il est incroyable, mais il est en dessous de Tokyo Disney Sea et du coup vous allez prendre claque sur claque. C'est encore plus impressionnant sur Tokyo Disney Sea. Et là on a fait qu'un bout du parc, hein. On a juste fait une partie, il y a encore plein de trucs à visiter. Donc là je suis en train de visiter le petit village de Arendelle, regardez. Donc chose qu'on aura en partie chez nous en France d'ici l'année prochaine, en 2026, qui est censé ouvrir le land Frozen à Paris, dans le Disney Studio, enfin anciennement Disney Studio, parce qu'il va aussi changer de nom. Ce sera une version assez similaire, malgré l'attraction, alors qu'on est censé faire cet après-midi, mais l'attraction ne sera pas exactement pareil, mais le land, la zone, le château d'Arendelle et le château de glace, ainsi que le village, on aura ça chez nous aussi également. Donc pour l'histoire, au niveau de ce parc, en fait, pourquoi il est si impressionnant, pourquoi il est si abouti? Tout simplement parce que c'est la Oriental Company qui s'est alliée avec la Walt Disney Imagineering. Donc la Walt Disney Imagineering, pour information, c'est ce qu'a créé Walt Disney à l'époque. Ce sont les créateurs, ceux qui conceptualisent les parcs, les dessinent, inventent et
et créer de nouvelles technologies. Et le souci de la Walt Disney Imagineering, c'est qu'ils sont souvent bridés par l'espace disponible dans le parc ou le budget. Et là, la Oriental Company, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné carte blanche aux Imagineers, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, vous avez vraiment, vous pouvez créer et vous avez argent limité, vous avez espace illimité. Et du coup, ça donne ça. Alors ça, c'est le petit coaster. Alors c'est même pas thématisé Indiana Jones. Enfin, en tout cas, c'est pas estampillé Indiana Jones, mais c'est le même layout que la version française du Temple du Péril de Indiana Jones. Alors c'est assez paradoxal parce que eux, ils ont ça, une copie de ce qu'on a nous. Et juste à côté, ils ont une attraction Indiana Jones que là, on va faire, qui elle est sous le nom Indiana Jones. Du nom de Indiana Jones Adventure. Alors paraît-il, c'est une attraction exceptionnelle encore une fois. C'est une des attractions que j'attends le plus de tout le séjour. J'ai beaucoup d'attentes. Bon, si spoil, j'ai vu pas mal de vidéos. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord faire l'attraction pour se rendre compte. Parce que des fois les vidéos ça ne veut absolument rien dire. C'est même pas l'attraction, hein. C'est juste la file d'attente là. Bon, c'était très bien, mais le souci quand même, parce qu'il faut quand même relever les petits points négatifs, c'est qu'il y avait beaucoup de passages où on était entièrement dans le noir. Du coup, on voyait pas grand chose à certains moments. Mais en plus j'adore l'univers de Indiana Jones. Franchement, c'est quand même un bel hommage. Des fois, on se croirait même pas dans un parc d'attractions. C'est tellement réel. En plus d'avoir comme thème la mer, ce parc, c'est le seul parc Disney qui est au bord de la vraie mer. Bon, ça va pas se voir. Mais juste derrière le ponton du fond là, de l'autre côté, c'est la mer qui donne sur le Pacifique. Je crois qu'ici c'est le meilleur spot du parc, hein. C'est vraiment magnifique ici. Juste en face de moi j'ai la zone italienne qu'on va visiter et à droite j'ai la zone new-yorkaise. Derrière moi on a Mystery Island, je crois que c'est comme ça s'appelle, avec le château. Alors je sais pas sur quel thème il est le château. Bon, vous l'avez vu, c'est des thèmes très travaillés sur différents ports du monde, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Ce parc-là, ça fait peut-être plus de 10 ans que j'en avais entendu parler.
Je me suis documenté à fond dessus. Je trouve que c'est un parc qui est passionnant par l'histoire qu'il veut raconter et ses décors, pas seulement par ses attractions. C'est tout à fait le genre de parc d'attractions où tu peux même le faire juste en te baladant en fait. Tu peux passer une journée entière à simplement te balader, à admirer les nombreux décors, les nombreux détails disséminés par les Imagineers. Bah voilà le résultat, hein. Quand on laisse carte blanche à des génies créatifs, ça donne un parc sublime comme celui-là. Je suis jaloux des Japonais, de ce que vous avez dans votre beau pays. Et puis c'est un peu une belle poignée de main au final, une œuvre créée par des Japonais et par des Américains. C'est sublime, hein. Vraiment, si vous allez au Japon, même si vous n'êtes pas trop parc d'attractions, faites Tokyo Disney Sea. Et puis alors, on va pas tout le temps à Tokyo Disney Sea, hein. On va pas tout le temps au Japon. Donc si vous avez la possibilité d'y aller, essayez de prendre des passes. Je sais c'est cher, mais si vous voulez faire des attractions, il faut prendre des passes. Par exemple, là on vient de faire Indiana Jones Adventure. Je crois que c'était 2 heures, je sais plus, 2 heures de queue. Nous on a mis 5 minutes, on a payé l'équivalent de 11 € ou 12 €. Ça va, c'est pas excessif je trouve pour en profiter un maximum, et surtout que c'est des attractions qu'on ne verra nulle part ailleurs. Enfin Indiana Jones si, mais tu prends des attractions comme Frozen, comme la version de Soarin' qu'ils ont ou la version de la Tour de la Terreur. C'est des petites exclusivités qu'ils ont de par leur thématique qui change un petit peu de d'habitude. C'est pas de la fête foraine hein, les gars. Hein. Là on est de retour à l'entrée du parc. Donc le grand bâtiment que vous voyez là, style un peu italien, c'est un hôtel. Et donc la tour qu'on voit, qui se trouve juste là-bas, là, c'est une version de la Tour de la Terreur chez nous en France, c'est le Hollywood Tower Hotel, qui existe dans 4 parcs Disney dans le monde. On a notre version chez nous à Paris, dans le parc secondaire. Et celle-ci, c'est la seule qui est vraiment dans une autre thématique qui n'a rien à voir. Habituellement, c'est un hôtel hollywoodien. Et là, on est carrément sur une architecture un peu new-yorkaise. En fait, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que le parc, ça peut très bien être un parc hors Disney, parce que finalement, du Disney, t'en vois quasiment pas. Il n'y a que Fantasy Spring qui est lié au classique d'animation Disney. Mais sinon, en dehors de ça, tu vois presque pas de représentation connue de l'univers de Disney. Encore moins des licences telles que Star Wars ou Marvel, ça, tu t'en vois absolument pas de ça. T'as juste une petite zone que j'ai pas encore été qui est dédiée à un petit peu Pixar avec Toy Story. Mais sinon ouais c'est très préservé de l'univers Disney. T'as quand même les personnages qui se battent dans le parc. Elle est magnifique la tour. Hein. Elle est sublime et puis il y a une ambiance avec les musiques dans la zone. Ah donc c'est quand même un hôtel, d'accord. Ah, donc l'intérieur est très différent de notre version parisienne.
pour cette tour de la terreur un peu revisitée. La storyline est sympa. Les décors, c'est assez innovant, c'est sympa, j'aime beaucoup. Après, l'attraction en elle-même, c'est un peu décevant, j'avoue. Quand tu es habitué à une tour de la terreur qui est un peu plus nerveuse, c'est un peu moins brutal. Mais bon, on cherche de la sensation quand on fait ce genre d'attraction, et là, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, non, c'est les ceintures qui étaient nulles à chier. Là, c'est pas les ceintures juste au niveau de la taille, c'est vraiment comme dans une voiture. Mais c'est hyper serré, t'es complètement plaqué contre le siège. Et du coup, tu décolles pas, t'as quasiment pas de sensation à cause de ça. Donc ça perd beaucoup d'intérêt, je trouve. Et puis le temps fou à vérifier toutes les ceintures, m'étonne même pas qu'il y a énormément d'attente sur cette attraction-là. Donc là, on est dans un vieux Broadway à l'âge d'or dans l'âge d'or de New York, avec ces vieux bâtiments en briques rouges. C'est une immense zone pour au final pas beaucoup d'attractions. Hein. Si on enlève tout ce qui est voiture, tout ce qui est véhicule, finalement il n'y a que la tour et le coin avec Toy Story Mania, mais sinon c'est un grand espace pour très peu d'attractions. Il y a une grande salle de spectacle. Ouais, il y a la grande salle de spectacle là, que je viens de montrer juste avant. Quelques restos, quelques boutiques j'imagine aussi. Bon là du coup on se dirige vers Soaring. Ah c'est joli. Et on n'a même pas été dans la zone vénitienne là encore. Exact. C'est marrant la rue qui monte comme ça là. Tu vois jamais ça dans un parc Disney habituellement. Vu que les parcs ils sont plats de manière générale. Mais là ils ont mis du relief dans ce parc là. Ouais ça ils ont mis... On se rend même pas dans un parc. On dirait on est dans un vrai village. C'est pas un parc d'attractions, on dirait qu'on visite un vrai village italien. C'est la première fois que je fais un Soaring. Pareil, encore un classique des parcs Disney. Bon, j'ai déjà fait un Flying Theater, qui est une technologie de parc d'attractions. Mais c'était celui du Futuroscope. J'imagine que celui-là est bien plus abouti, on verra bien. Après, on est dans les standards Disney, donc j'imagine que oui. Moi, je préfère quand même cette histoire-là. Bon bah alors Soaring, c'est beau, c'est magique, c'est magnifique. Les odeurs incroyables, ça va super bien avec le décor, avec le vent, etc. Par contre, et là je vais peut-être pas mettre les fans Disney d'accord, mais je préfère la version Futuroscope quand même. Parce que pour moi les transitions dans le Futuroscope c'est beaucoup plus cohérent. Tandis que là des fois c'est l'impression que c'est du Windows Movie Maker quoi. C'est juste on passe d'un plan à l'autre. Tandis que au Futuroscope c'est tu passes à travers des portails qui te téléportent d'un endroit à un autre. C'est plus cohérent au niveau de la storyline. Mais sinon ça reste quand même une très bonne attraction. Là c'est pour tous les amoureux des romans de Jules Verne. Parce que là on a de tout, hein. On a 20 000 lieues sous les mers, une attraction qui est fermée malheureusement, mais qui est magnifique paraît-il. On a le Nautilus qui se trouve juste là, regardez, hop. Nautilus qu'on peut avoir en France aussi. Voyage au centre de la Terre également. Manque plus que de la Terre à la Lune. Là c'est vraiment, je cherche la petite bête, mais non, franchement c'est trop beau. Du coup on a deux landes.
2 landes steampunk dans le parc. Ah là, c'est dommage que c'est en travaux juste ici. Bah, je crois que c'est l'attraction 20 milieux sous les mers justement. Mais c'est complet hein, parce que là, on a une boutique. De l'autre côté, là-bas, on a Vulcania. Je pense que c'est un grand restaurant. Et dans l'autre land, on a 3 attractions sur le style steampunk. C'est de la mosaïque là à l'entrée. Oh, vas-y, allez, je vous fais un petit tour comme ça. Oh, l'entrée avec... Alors, je suis pas hyper calé dans l'univers de la petite sirène. Du coup, il y a plein de rêves que je vais peut-être pas avoir. Mais oh, ça, c'est très beau. Hein. Le triton, voilà, merci. Le roi. Je pense que c'est fait pour l'effet waouh quand tu vas... Oh là là. Oh là, oui, ça a l'air grand. Ah putain, on voit bien sur la caméra en plus. C'est très sombre en réalité. Ah oui, c'est beau. Ouais, c'est des petits flat rides pour les petits, ouais. Ouais, et ça fourmille de détails. Toutes les petites lumières. Le plafond aussi, ils sont... La thématique de l'océan, quoi, ouais, c'est chiadé. J'ai l'impression que là-bas, il y a un théâtre. Eh, ça fout la chair de poule. Hein. Je pense pas que ça va se rendre... Enfin, vous en rendrez compte en vidéo. Mais ça fait une drôle de sensation quand même. Il y a tellement de détails. Partout, il y a des petits coraux, il y a des petits poissons qui bougent dans tous les sens. Par contre, c'est un land qui est très bruyant. D'ailleurs, ça doit s'entendre dans la vidéo. C'est très bruyant, c'est très anxiogène. Par contre, faut pas y rester très longtemps, je pense. Il y a encore une zone. Ça s'arrête jamais. Ah oui, c'est un resto là du coup. Oh, une baleine. Oh là. Genre la boutique c'est une baleine quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Genre la boutique c'est une baleine. Mais j'avais jamais vu ça, non. C'est un peu glauque en vrai quand même. Et au fond c'est quoi? C'est son trou du cul j'imagine. En plus, le sol, il est un peu spongieux, genre que dans la baleine. Il y a un truc que j'ai oublié de parler, mais c'est de manière globale, pas que dans les parcs, c'est de manière globale au Japon, c'est que y a des zones fumeurs, mais même dans les rues de Tokyo, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de fumer dans les rues. Il y a vraiment des spots qui sont faits pour ça. Donc là, par exemple, là, à Tokyo Disneyland, enfin Tokyo Disney Sea, enfin dans les deux parcs, ben, on a des zones fumeurs qui sont vraiment très définies. Alors elles sont assez rares, hein. Dans l'autre parc, il n'y en a que 2. Ici, je sais pas. Mais en tout cas, ça va peut-être dissuader pas mal les Japonais à la cigarette, parce que bon, ça a l'air très galère. Hein. Donc là, ils l'ont mis dans une zone du Moyen-Orient. Ils auraient pu jouer là-dessus et faire une espèce de bar à chicha, ça aurait été drôle. Oh, c'est sympa quand même, bonne petite attraction, c'est surprenant, je n'avais jamais entendu parler de ce truc là. Et qu'il y a si peu de monde. Ça va pas au-dessus de 10 minutes à chaque fois que je regarde le plan, enfin l'application. Il n'y a que 5 ou 10 minutes à chaque fois pour cette attraction là, il y a vraiment très peu de monde qui l'a fait, elle est assez insoupçonnée. Mais ouais, c'est très joli. Bon après il y a des moments, il y a des longueurs, hein. Il y a des moments je me faisais chier, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, c'est un peu long par moment.
Enfin, Frozen Adventure. Ouais, c'est vrai que c'est très joli. Les audio animatroniques, ils sont bluffants de réalisme. C'est très beau. La technologie, c'est des bot rides qui font des allers, des retours. Ça va, ça vient. C'est plutôt bien foutu. Parce qu'il y a des scènes que tu fais à reculons et qui sont très sympas. La fameuse scène de libérer, délivrer avec la porte qui se ferme à la fin, c'est vraiment bien fait au niveau du timing. C'est sympa. Maintenant, bon, j'aime bien à chaque fois dire les trucs que j'ai pas aimés. Enfin, rien n'est parfait. Pour moi, les projections, les espèces d'écrans, c'est un peu de la triche. Je veux dire, quand tu mets des animatroniques aussi incroyables sur plein de scènes et qu'au milieu de ça, tu as des écrans, je trouve que ça, ils n'ont pas été jusqu'au bout des choses. C'est un petit peu dommage, mais c'est vraiment la petite crotte de nez sur le gâteau, quoi. Ça reste une très bonne expérience. Par contre, 3 heures de queue, non, voilà, faut pas abuser. Hein. 180 minutes, hein, là, il y avait. On est sur la réouverture après une fermeture de plusieurs mois. Oui, ok, ça signifie qu'il y aura beaucoup d'attentes. Mais de là faire 3 heures pour ça, faut peut-être pas abuser non plus. Sorti le pull, hein, il commence à faire un peu froid et à se couvrir. J'ai bien peur que ce soir il va pleuvoir, on va peut-être pas pouvoir faire le spectacle du soir qui, paraît-il, vaut vraiment le coup. Je tiens à relever un truc aussi également parce que c'est vrai que depuis ce matin et même depuis hier, j'essaie de faire des critiques un peu constructives sur chaque attraction. C'est vrai que je suis assez dur. Je tiens à préciser quand même, avec ces 2 parcs du Tokyo Disney Resort, on atteint un niveau d'exigence assez extrême, mais sachez que tout ce qu'on vit depuis 2 jours, tout ce que je vis depuis 2 jours, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est une chance inouïe. C'est juste que j'essaie d'être assez objectif. Oui, je relève des points négatifs, mais de manière globale, les attractions sont extraordinaires. Genre là, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu méchant avec l'attraction Frozen, mais ça reste une attraction de fou malade. Genre, on aurait ça en France, mais ce serait tellement incroyable. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y a toute une partie immense du parc qu'on n'a même pas encore fait. On n'a même pas fait la zone vénitienne et la zone new-yorkaise, du moins très rapidement. Il y a encore pas mal à visiter. Mais en termes d'attraction, je pense que là, on a fait le plus gros. Hein. Il ne nous reste plus rien. Non mais what, mais c'est immense, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais ce parc. Oh, non mais c'est incroyable. Genre tu passes une porte, tu découvres encore des trucs. Elle est petite la place. Non mais c'est n'importe quoi. En vrai, genre tu passes une porte, encore un truc que t'as jamais vu, immense. Immense surtout. Non mais c'est abusé. Il y a un carrousel dans le bordel. Genre ça à Disneyland Paris, c'est un land. Hein. Ils en font un land. C'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu au land Main Street USA, sauf qu'on n'est pas sur des villes un peu à la Marceline, on est sur du New York. C'est un charme. Picsou, qui est mon personnage Disney préféré, je trouve qu'il est tellement sous-exploité dans les parcs Disney, c'est tellement dommage. Là, ils ont rendu honneur, je trouve que c'est vraiment un beau petit hommage. C'est une boutique basée un petit peu sur toutes ces richesses, regardez. Il y a des pièces d'or un peu partout, sur les murs, sur les colonnes. Tout est en dorure. Ce gros rapia de Picsou. D'ailleurs, si vous voulez découvrir l'univers de Picsou, je vous conseille de lire les BD de Don Rosa. Et bah, je vais vous dire
je pense que c'est mon land préféré. Alors qu'il n'y a presque pas d'attraction. J'adore l'univers, l'ambiance, le train qui passe au-dessus, les vieux bâtiments new-yorkais, les boutiques en intérieur. J'en ai pas filmé beaucoup, mais le théâtre que j'ai pas pu visiter, c'est magnifique. Il y a plein de petites rues un peu partout aussi. Et puis alors, comme dans Main Street USA, si vous tendez bien l'oreille à certains endroits, on va entendre des bruits, des personnages dans les étages, à travers les fenêtres, à travers les portes. Si on prête attention à beaucoup de détails qu'ont laissé les imaginaires, eh ben on va trouver plein de petites surprises. Et puis alors le point de chute avec la tour, oh là là, ça en jette. Hein. Il y a encore un quartier qu'on n'a même pas encore visité, mais ça ne s'arrête jamais ce parc, c'est une folie. Et il y a le train qui arrive juste au-dessus de moi là. Ça c'est pareil, ça rajoute de la vie. Je l'ai pas dit aussi, mais là on voit sur le sol il y a les rails. Il y a une espèce de petite voiture qui fait le tour du land. Et puis ça en finit pas, il y a toujours des surprises. Regardez la zone, j'avais même pas encore vu là aussi. Avec le train qui passe juste au-dessus. On a encore un nouveau quartier là. Un petit quartier parisien de ce côté-là aussi. Parisien, qu'est-ce que tu racontes moi? New-Yorkais. C'est joli les façades. Hein. En fait c'est joli parce que ça reste dans son jus dans l'époque. Parce que oui, on pourrait me dire, bah t'as qu'à aller à New York, voilà, tu vas avoir des quartiers immenses de New-Yorkais. Mais là non, on est sur un New York un peu ancien. Alors je veux pas sortir de date de mon chapeau. Mais par exemple, il y a un endroit là qui se trouve juste derrière moi. Bah, ça me fait penser un petit peu à Red Dead Redemption 2, le port de Saint-Denis. Donc du coup là, je situerais cette zone à peu près au moment de la révolution industrielle, donc dans les débuts des années 1900. C'était une période de transition où avant tu avais le fameux Far West, l'Amérique à la ruée vers l'or avec les cow-boys, les Indiens, etc. Les images qu'on se fait des vieux films de Far West de l'époque. Et à partir des années 1890-1900, on avait ce qu'on appelle la révolution industrielle, où beaucoup de grosses structures, de grosses industries se sont développées. Et du coup, ça a créé des métiers. Tout ce qui est les truands, les brigands, ça a fini par disparaître parce que ça a créé beaucoup de métiers et parce que voilà, l'Amérique s'est construite autour de l'industrie qui s'est vue naître à ce moment-là. Et je pense qu'en fait, ce land, c'est un petit peu ce moment-là. On est entre à peu près la transition, ou du moins un petit peu après. Il y a un truc hyper important que j'ai même pas parlé depuis là, ces 2 derniers jours, lié au Tokyo Disney Resort. C'est les cast members. Hein. Les cast members qui travaillent ici, ils sont tous d'une gentillesse. Alors oui, évidemment, c'est bien connu, même dans tous les parcs Disney, ils sont un peu formés à ça, d'être serviables, de toujours avoir le sourire. Mais je trouve qu'ici, c'est un gap carrément au-dessus. Après, c'est dans leur nature. Les Japonais, ils sont toujours respectueux, toujours souriants, que ce soit à Disney ou même à Tokyo ou n'importe où. Ils sont toujours d'une gentillesse extrême. Il nous est arrivé d'ailleurs des petites aventures avec des gentils japonais qui nous ont aidés alors qu'on n'avait pas demandé quoi que ce soit, mais dès qu'en fait ils voient qu'on est dans une situation où on est un petit peu bloqué, où on est un peu perdu, il y a toujours un japonais qui viendra nous aider. Et ça c'est beau. En fait, c'est censé être commun, mais chez nous tu verras pas ça. C'est dommage. Pas mal la vue pour manger. Hein.
Bon les gars, il est temps de conclure cette vidéo. C'était 2 jours extraordinaires, vraiment. C'est le plus beau resort, je pense, qui existe, avec les plus beaux lands, les plus belles attractions. Ça change de ce que j'ai pu visiter auparavant dans d'autres parcs d'attractions. C'est magnifique. Mais bon, le voyage est loin d'être terminé. Il y a encore plein d'autres surprises qui nous attendent. C'est loin d'être la fin. C'est seulement le 3e épisode d'une longue série de vlogs. Donc on se retrouve une prochaine fois, d'ici 3 ou 4 jours sur la chaîne, pour d'autres vlogs. Demain, on repart à Tokyo pour plein de quartiers à visiter. Donc on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech au Japon. Salut!